4 minutes sur les ondes de RTCI, nous sommes toujours dans le cadre de Campus et c'est l'heure de la chronique hebdomadaire de Majdi Ayari, la chronique qui s'intéresse à l'apprentissage toujours, le thème de prédilection de notre cher consultant en éducation Majdi Ayari qui est au bout du fil. Majdi Ayari, bonjour. Bonjour Karim et bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui au fait, je vais vous présenter un colloque c'est un colloque annuel qui réunit, je dirais, l'ensemble du monde de l'éducation. C'est le point de rencontre de tous les chercheurs du monde de l'éducation. Et cette colloque, donc le colloque international en éducation, il est organisé par le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, donc le CRIFP. Et c'est un centre se trouvant donc au Canada. Alors, ce centre, il se consacre exclusivement à l'étude de l'enseignement et de la profession enseignante. Et chaque année, il organise son colloque international. Cette année, c'était la 8e édition qui s'était organisée donc le 29 et 30 avril à distance, pandémie oblige. Ah, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce séminaire ? Alors, chaque année, je dirais, il y a des axes d'orientation, on va dire. Donc, des axes d'orientation. Au niveau de chaque axe, il y a des communications qui ont été soumises et qui ont été acceptées. Ce sont des communications venant du monde entier. Tous les laboratoires de recherche déposent leurs communications dans le cadre de ce colloque. Et donc là, on a parlé cette année de trois axes stratégiques. Alors, tout d'abord, se former à l'enseignement. Donc là, comment se former au métier de l'enseignant. Donc, il s'agit d'un volet très important qui traite de la formation des enseignants au primaire, au collège, au lycée et à l'université. Surtout, comment cette formation puisse s'articuler avec l'évolution des systèmes éducatifs dans le monde. C'est-à-dire comment l'enseignant et la formation acquise par l'enseignant puissent se positionner par rapport à l'évolution des systèmes éducatifs dans le monde. Alors, l'approche par compétence se trouve ainsi au cœur de chaque dispositif de formation des maîtres pour qu'elles puissent s'adapter aux nouvelles compétences exigées aux enseignants. Donc là, on parle beaucoup maintenant de l'approche par compétence. Donc on forme les enseignants selon des compétences clés qu'ils auront besoin pour s'exercer. Alors lorsqu'on parle de compétences, on peut parler par exemple de la capacité de travailler avec le numérique, d'œuvrer dans un environnement social et scolaire de plus en plus multiculturel, de favoriser l'intégration des élèves en difficulté, de faire face à des populations scolaires défavorisées. Et donc, il s'agit là de la première thématique qui traite comment donc former les enseignants. Alors la deuxième thématique, une fois que l'enseignant est formé, il faut penser à son insertion professionnelle. Et donc là, il s'agit de la phase critique de passage de l'enseignant, de sa formation, vers la découverte de ce nouveau métier, donc sur le terrain de travail. Alors cette période exige de leur part, donc de la part des enseignants, des nouveaux enseignants, des capacités adaptatives importantes, car les conditions d'entrée sont souvent difficiles. Alors, cette thématique est très intéressante, ou plutôt très importante, pour deux raisons majeures. Tout d'abord, les statistiques ont montré que plusieurs enseignants rencontrent des difficultés lors de leur première année de fonction qui peuvent même mener à un abandon du métier ou de la fonction. Donc là, il y a un risque d'abandon à cause des conditions difficiles rencontrées par l'enseignant. Alors deuxième raison, c'est que le besoin d'enseignants ne cesse de s'accroître, surtout dans les nouveaux contextes tels que celui de la formation des réfugiés ou des personnes ayant des difficultés d'apprentissage, d'où le besoin d'assister les nouveaux enseignants se trouvant dans des contextes pareils. Donc, il faut bien rappeler qu'à l'échelle internationale, le nombre d'enseignants ne cesse de décroître, mais ce métier n'attire pas beaucoup d'étudiants pour devenir enseignant. Et là, même à titre d'exemple, le Canada, il a ouvert ses portes et il est en train de le faire actuellement pour recruter des enseignants du primaire jusqu'à l'université. Donc là, c'est l'insertion professionnelle des enseignants. Alors, troisième volet, c'est agir comme professionnel de l'enseignement.
Alors ce thème regroupe les travaux de recherche portant sur les pratiques professionnelles des acteurs du monde de l'éducation. Lorsque je parle des acteurs, ça veut dire les enseignants, mais pas uniquement. Il y a les orthopédagogues. Les orthopédagogues, c'est ceux qui accompagnent les élèves qui ont en difficulté d'apprentissage. Les conseillers pédagogiques, les directeurs d'établissement, les psychologues scolaires et autres fonctions en relation avec le monde de l'éducation. Par la pratique professionnelle, il faut entendre l'ensemble des actions posées par ces différents acteurs qui incluent la planification, la pratique ou l'intervention auprès d'apprenants et l'évaluation de la pratique ou de l'intervention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on analyse la pratique professionnelle selon ces 3 temps donc clés que je viens de citer. Alors l'un des objectifs de cet axe est de dresser un portrait d'ensemble des pratiques professionnelles au sein de l'organisation scolaire. Alors, 4e thématique, et la dernière, c'est enseigner et apprendre avec le numérique. Ah, une thématique dans l'air du temps. Exactement, et le contexte impose, donc on s'intéresse à cette thématique-là. Alors le numérique, donc comme on le sait, joue un rôle de plus en plus central dans tous les domaines de la vie des individus, et le domaine de l'éducation n'est pas épargné de cette évolution. Alors on parle de l'intégration du numérique au système d'enseignement, donc qui est devenu quand même, je pense, une nécessité, voire même il y aura de la pérennisation de l'usage du numérique au-delà du problème de la pandémie. Alors sur le plan éducatif, ces changements se manifestent par l'apparition de nouvelles caractéristiques et pratiques chez les apprenants et chez les enseignants. Alors on peut toutefois se demander si les nouveaux enseignants sont bien outillés pour tirer profit de l'explosion de l'information à l'ère d'Internet. Et donc, la recherche s'efforce plus particulièrement de décrire les forces et les faiblesses des stratégies de formation des enseignants aux usages pédagogiques du numérique éducatif. Et donc là, on essaie d'identifier les meilleures stratégies d'intégration appliquées au secteur de la formation, à l'enseignement, et de mettre à jour les facteurs de résistance à l'utilisation pédagogique du numérique. Et donc, comment arriver à lutter à cette résistance, parce que malgré l'importance du numérique, on a toujours des enseignants qui résistent encore à l'intégration du numérique dans leur enseignement. Alors, il y a, bien sûr, actuellement, on parle beaucoup de la formation à distance, on parle beaucoup de MOOC, au fait, qui a permis quand même aux grandes universités de rendre leurs cours accessibles pour tout le monde et gratuitement. Et donc là, la question aussi, comment le numérique peut nous aider à apprendre tout au long de la vie. Alors une question, Majdi Ayari, et pour que l'on soit aussi en phase avec la réalité, je ne sais pas si vous avez écouté au début de cette émission le représentant de l'UGET qui parlait de l'assimilation de l'enseignement à distance. Et il dit que contrairement à ce qu'on dit, on présente l'enseignement à distance comme une solution, mais quand on le pratique réellement, par exemple en Tunisie, à l'occasion de cette pandémie de Covid-19, on s'aperçoit que les étudiants assimilent très très mal le contenu de l'enseignement à distance. Qu'est-ce que vous en pensez? Que faudrait-il faire pour améliorer tout cela? Peut-être que ça fera aussi l'objet d'une autre chronique. Nous en avions aussi parlé. Mais que pensez-vous d'une manière générale de tout cela, de la difficulté que trouvent nos étudiants en Tunisie avec cet enseignement à distance? Alors malheureusement, nous, on a détourné l'enseignement à distance pour faire du présentiel déguisé en distanciel. Alors, la plupart, je dirais, des universités, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent les séances qui sont données en présentiel par des visioconférences, d'accord? Alors que c'est loin de là, c'est pas de l'enseignement à distance ce qu'ils sont en train de faire. On a même assisté à des séances de cours où l'enseignant est en train de donner son cours à distance de chez lui, alors que les étudiants, ils sont à l'intérieur de l'établissement universitaire. Donc là, il ne suffit pas de faire des webinaires ou de faire des conférences en ligne pour dire que je fais de l'enseignement à distance. L'enseignement à distance doit être préparé surtout en formant les enseignants. On parle beaucoup d'interactivité, on parle beaucoup de motivation, sachant quand même l'enseignement à distance est plus difficile à suivre que le présentiel. Parce que là, vous n'êtes pas enfermé dans une classe, mais plutôt, je dirais, vous avez très peu de contraintes, mais vous avez beaucoup de tentations pour faire autre chose. Absolument. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on nous dit, voilà, nous, les étudiants assimilent très très mal le contenu de ces formations à distance.
Exactement. Donc il y a un problème, je dirais, d'interactivité, de retravailler la structure du contenu pour le rendre interactif, mais aussi de former nos enseignants, voire même les étudiants, à suivre des formations à distance. D'ailleurs, il y a dans pas mal d'universités, on passe par ce qu'on appelle un modèle hybride, où on essaye d'intégrer progressivement l'enseignement à distance dans la formation présentielle. Donc, il y a tout un travail, je dirais, d'ingénierie. De fond, un travail de fond et de formation pour les enseignants eux-mêmes. On ne peut pas décréter comme ça, d'un jour, comme ça, que l'enseignement se fera à distance. Il faut tout un dispositif très important quand même. Exactement. Je dirais même quand même, nous on s'est retrouvés là dans une situation de crise à cause de la pandémie, alors qu'on pouvait très bien se préparer largement en avance, parce que si on a commencé réellement à intégrer progressivement le numérique dans l'enseignement, on se retrouvait dans une situation meilleure. Merci pour cette précision et on poursuit avec votre chronique. Quelles sont les communications phares qui ont attiré ton attention et qui nous tracent un petit peu le futur de ce monde de l'éducation? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas suivre la totalité du colloque, car il y en a plus que 600 communications. Ah oui. Voilà. Tu en as suivi 599. Voilà, c'est ça. Et ces communications sont structurées sous forme de 27 symposiums et donc 27 thématiques phares. Alors, il y a eu la participation de plus qu'une trentaine de pays, dont la Tunisie, elle était présente. Et donc, c'est une fierté pour notre corps enseignant et pour le laboratoire de recherche qui soit présent dans un événement pareil. Alors, tout d'abord, nous avons remarqué que les communications traitant des approches innovantes dans l'enseignement ont mobilisé beaucoup de participants. Alors, à titre d'exemple, la communication intitulée « Former les professeurs à la relation pédagogique par la simulation ». Et donc, là, c'était une des communications qui était très intéressante. Et là, le fait, c'est d'intégrer la méthode de simulation dans la formation des enseignants. Et donc, cette communication a essayé de travailler sur un dispositif de formation des enseignants en essayant de modéliser l'agir du formateur et ses gestes professionnels pendant les simulations. Donc là, on a ce dispositif de formation essaye donc de travailler via des mises en situation et des jeux de rôle et surtout de jouer sur le gestuel de l'enseignant. Et donc, cela leur a permis quand même de travailler sur le relationnel qui peut exister entre l'enseignant et l'apprenant. L'apprenant, exactement. Donc là, on commence à intégrer le gestuel et le non-verbal comme nouvelles compétences clés pour les enseignants. Alors, une autre communication est celle qui porte comme titre « Quel intérêt de l'usage de la vidéo 360 degrés dans la formation des enseignants du premier degré ». Là, on parle du premier degré, c'est-à-dire donc le niveau de licence. Alors, lorsqu'on parle de la vidéo 360 degrés, c'est pour dire quand même qu'on se met dans une position, dans une situation réelle, d'accord, qui reflète le fonctionnement ou qui fait une simulation du fonctionnement réel donc d'une classe de cours. Donc là, ça permet de se tenir la réflexion des étudiants sur leur propre enseignement, notamment en se replongeant dans la situation réelle d'apprentissage. Alors, une autre communication qui traite d'une notion qui était ancienne, mais là qui a évolué. Alors, c'est la notion de cartable numérique. Auparavant, on parlait de mettre en ligne les ressources électroniques, que ce soit en ligne ou dans une tablette, mais maintenant, on est allé un peu plus loin, d'accord? C'est le fait de mettre en place des outils permettant aux étudiants de travailler chez eux ou en dehors des salles spécialisées. Alors, l'évolution nouvelle est d'essayer de pouvoir réaliser un maximum de travaux pratiques à distance. Et donc là, on va simuler un laboratoire de physique, de sciences de SVT, de sciences de la vie de la Terre, et de faire des expériences à distance. Et cela via des simulateurs en ligne. Par exemple, des oscilloscopes, des générateurs de fonctions, des multimètres, etc. Donc, ce sont des outils qu'on utilise donc en sciences physiques. Alors, il y en a même des solutions qui essayent carrément d'avoir accès à distance à du matériel se trouvant dans les laboratoires, pilotable et programmable à distance. Et donc, là, c'est un pas en plus. Là, il n'y a plus uniquement l'accès à des ressources numériques, mais là, c'est vraiment carrément à faire des TP
en ligne qui sont devenus donc une nécessité encore à cause de la pandémie, mais au-delà de la pandémie. Alors, avec l'imprimante 3D aussi, on peut faire des miracles aujourd'hui. Exactement, exactement. Et là, surtout, ça a été dans l'enseignement de la technologie. C'est-à-dire, on peut concevoir des prototypes et on peut les imprimer, pas uniquement de chez soi, mais carrément dans un laboratoire à distance. Alors, d'autres communications se sont intéressées aux nouvelles compétences à acquérir par les enseignants, telles que la compétence de scénarisation de son cours. Le storytelling. Exactement, entre autres, effectivement. Alors, cela renvoie à ce qu'on a traité dans notre chronique, justement, les semaines dernières, lorsqu'on a parlé de l'attention, de la motivation et de l'importance des émotions. Le fait de concevoir un cours nécessite donc un vrai travail de metteur en scène et donc jouer le rôle de scénariste. Et donc, là, une nouvelle compétence à laquelle on commence à former les jeunes enseignants, c'est comment scénariser son cours, mais tout en tenant en considération, je dirais, des impératifs de des sciences cognitives et la neuroéducation. Donc là, c'est un volet très important sur la scénarisation. Alors, les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, là, on ne peut plus échapper aux réseaux sociaux. Sujet inévitable, oui. Inévitable, et y compris dans l'enseignement. Alors, on peut apprendre via les réseaux sociaux, mais aussi des enseignants commencent à intégrer le recours aux réseaux sociaux dans leur pratique, d'où la nécessité d'évaluer une telle pratique sur le résultat scolaire. Donc, cet aspect-là d'usage des réseaux sociaux donc sont devenus d'une grande nécessité, et je dirais même, au lieu d'aller chercher à écarter les réseaux sociaux, peut-être il faut s'aligner à ces nouvelles technologies, mais les utiliser d'une manière très adéquate pour favoriser l'apprentissage. Les apprivoiser. Exactement. Alors, il y a aussi d'autres thématiques qui sont toujours d'actualité, qui sont en relation, je dirais, de les sciences cognitives, telles que ce que je disais tout à l'heure, la motivation, la persévérance et l'engagement. Donc, qui ont été traités par plusieurs chercheurs, mais surtout, comment les analyser dans des contextes différents. Donc, plusieurs recherches ont essayé de montrer, encore une fois, la corrélation pouvant exister entre la motivation préalable de l'apprenant, son engagement, sa persévérance et sa réussite. Et donc là, c'est toujours ce on essaye à chaque fois de présenter à nos auditeurs, donc tout ce qui est en relation avec les sciences cognitives et son impact sur l'enseignement. Alors, une nouvelle thématique qui est aussi d'actualité, et à mon avis, c'est une des nouveautés, mais qui est actuellement d'émerger dans pas mal d'écoles en Europe et en Amérique, c'est le bien-être de l'enseignant. Alors, le bien-être de l'enseignant, on a parlé surtout des enjeux de la santé vocale de l'enseignant, de l'impact du bruit sur sa santé mentale, et donc il est devenu nécessaire d'accorder une attention particulière au bien-être des enseignants pour l'intérêt de l'apprenant. Et d'ailleurs, il y a tout un programme actuellement en France qui s'intitule Programme Bonheur, et qu'on labellise les écoles qui favorisent le bien-être de l'enseignant et des apprenants en leur donnant un label qui s'appelle le label Bonheur. Et donc, cette école doit prendre plutôt en considération le bien-être de leurs enseignants, de son cadre administratif et de ses apprenants, qui impacte aussi directement l'apprentissage. Donc, pour finir, je dirais que le colloque CRISP, sur l'éducation, et pour sa 8e session, a confirmé encore une fois que le métier d'enseignant ne cesse d'évoluer et que la formation du corps enseignant nécessite beaucoup d'attention des pouvoirs publics. Que le numérique aussi conforte sa place comme étant un outil de travail primordial dans le monde de l'éducation, et que le métier de l'enseignant, et ça c'est très important, ne cesse d'évoluer, on s'oriente de plus en plus vers un enseignant accompagnateur et qui expérimente et régule tout en cherchant à innover dans ses pratiques enseignantes. Alors je vous remercie Karim, je vous souhaite merci à vous Majdi Ayari, à vous et à nos auditeurs, et à très bientôt. Merci toujours pour cette chronique riche en informations. Merci énormément Majdi Ayari, notre consultant éducation. Je te souhaite un très bon Aïd, même si on sera confiné, Majdi Ayari. Ainsi s'achève l'émission Campus. J'ai été heureux de vous accompagner de 15h jusqu'à maintenant, et je vous retrouve dès lundi dans l'émission Dans le vif du sujet, où on recevra l'économiste Hakim Ben Hamouda ainsi que
que un constitutionnaliste, le constitutionnaliste Fadl Moussa, le professeur de droit Fadl Moussa est le constituant. Il a été également constituant. Il ne me reste plus à présent qu'à remercier Houaïda Bizid à la technique et Sofiane Benjima qui a assuré les lives ou sur le web. Merci énormément pour l'équipe de RTCI. Au revoir.